Bonjour, je suis Jean-Christophe Vizier et je dirige les équipes énergie et environnement du CSTB. Je vais vous parler de l'expérimentation E+, C-, énergie positive et réduction carbone, et du label Cube est associé. Cette expérimentation, elle prépare la future réglementation environnementale qui remplacera l'ART 2012. Pour vous accompagner, nous avons préparé 5 vidéos pour vous permettre de comprendre l'enjeu et le contenu de cette expérimentation et progresser ensemble vers les bâtiments de demain. Je vais vous expliquer maintenant comment réduire les émissions de gaz à effet de serre avec E+, C-. L'analyse se fait en cycle de vie. En effet, les émissions, elles ont lieu depuis le berceau du bâtiment jusqu'à sa tombe. Alors on va regarder notamment les matériaux de construction depuis leur extraction des matières premières, la production en usine, le transport sur le site. Ensuite, on aura le chantier de construction, puis la vie dans le bâtiment, ensuite la fin de vie du bâtiment, et puis la fin de vie des matériaux, que ce soit dans un recyclage, une valorisation énergétique ou une mise en décharge. On va dans cette phase regarder le carbone, mais pas seulement. On va faire une vraie analyse environnementale en regardant à la fois par rapport au bâtiment, tout ce que sont les consommations de matière et d'énergie qui rentrent dans le bâtiment et tout ce que sont les émissions de polluants, par exemple les gaz à effet de serre, mais aussi d'autres polluants qui vont dans l'air et dans l'eau. L'analyse, elle va vous demander de manière obligatoire de calculer 2 indicateurs sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais elle vous autorise également à calculer 13 indicateurs beaucoup plus variés qui donnent une vision plus large de l'empreinte environnementale et pour lequel vous avez dans le référentiel les données qui sont nécessaires pour faire l'analyse. Et puis, pour les experts, ceux qui veulent aller plus loin, vous pourrez encore élargir le spectre avec 30 indicateurs plus détaillés. Rentrons maintenant dans le détail de cette analyse. On va regarder l'impact de 4 contributeurs. Les matériaux de construction, les consommations d'énergie, les consommations d'eau et le chantier. On va regarder cet impact sur 4 phases pendant la vie du bâtiment et puis une phase lorsque les matériaux ou l'énergie sortent du bâtiment et sont réutilisés ailleurs que dans le bâtiment. Le calcul est très simple. On va avoir des quantités de matériaux, d'énergie, d'eau, qu'on va multiplier par des données environnementales et ça va nous amener à ce résultat en analyse de cycle de vie du bâtiment sur un ensemble d'indicateurs. Le calcul est donc très simple. Le sujet, c'est d'avoir les données. Quand on regarde les outils pratiques qu'on va utiliser, ils sont en fait au nombre de 4. Premier outil, le référentiel de l'expérimentation qui décrit les règles à utiliser. Deuxièmement, les données liées au projet qui nous permettent d'avoir les quantitatifs sur le projet, combien de mètres cubes de béton, de mètres cubes de bois, de quantité de radiateurs, etc. Troisième paquet, ce sont les données environnementales. Et ces données environnementales, elles sont toutes regroupées dans une base de données environnementale qui est la base de données INIES. Vous rentrez l'ensemble dans un logiciel de calcul environnemental tel qu'Elodie et ça va vous donner le résultat. Le calcul, il est fait lot par lot en coupant 13 lots concernant les matériaux de construction. Sur chacun de ces lots, vous allez pouvoir essayer de faire des progrès. Quelques exemples. Sur les VRD et les aménagements extérieurs de la parcelle, pensez à la sobriété. De quoi avez-vous réellement besoin? Dans les fondations et les infrastructures,
L'impact va être très lié à la qualité du sol, au poids de la structure apportée, mais aussi aux solutions techniques que vous allez utiliser. Des fondations en béton classique ou en béton bas carbone n'auront pas le même impact. Et c'est ainsi, lot par lot, que l'on va travailler pour essayer de trouver des solutions intelligentes. On aura plusieurs approches, des approches visant à réduire les quantités. On a souvent tendance à très fortement dimensionner tous les éléments d'un bâtiment. On sait par exemple que les installations de génie climatique sont souvent très largement dimensionnées. Optimiser le dimensionnement permettra de réduire les émissions. Ensuite, on pourra travailler pour chaque produit à la sélection des produits les plus efficaces. Très souvent, on pourra avoir intérêt à trouver des assemblages intelligents dans lesquels les performances de plusieurs produits associés permettent d'avoir des faibles impacts environnementaux. Revenons maintenant sur les données environnementales qui sont nécessaires. Ces données, on a vu qu'elles sont toutes regroupées dans la base de données INIES. Vous allez d'abord avoir des données spécifiques. Ce sont des données environnementales portant soit sur des produits de construction, on appelle ça des FDES, fiches de déclaration environnementale et sanitaire, ou portant sur des équipements, on appelle ça des PEP, profil environnemental produit. Ces données, elles ont été produites par des industriels ou par des groupes d'industriels qui ont décrit l'impact environnemental de chaque produit. Dans un certain nombre de cas, il se peut que ces données manquent. Vous pourrez alors utiliser ce qu'on appelle des données génériques par défaut, avec un nom un peu barbare, MDEGD, module de données environnementales génériques par défaut. L'idée, c'est que vous n'aurez jamais de cas où vous manquerez de données, puisque des MDEGD sont disponibles pour tous les lots techniques. Vous aurez ensuite des données conventionnelles, typiquement portant sur l'impact des énergies ou les périodes prises en compte pour l'évaluation. Je vous ai décrit comment on pouvait évaluer le contributeur produit de construction et équipement. Passons maintenant au contributeur énergie. L'évaluation de ce contributeur, elle se fait en fait en 3 étapes. La première étape, ça consiste à évaluer la consommation d'énergie en essayant de la réduire. On est là très proche de ce qui se fait dans les approches énergétiques classiques. La deuxième étape, ça consiste à réduire le contenu carbone des énergies en exploitation. Et puis la troisième étape, liée à l'aspect produit de construction et équipement, c'est de réduire le carbone gris des systèmes énergétiques. Alors, si on regarde le choix des énergies, on sait que l'impact en termes de carbone des énergies fossiles, fioul et gaz, est beaucoup plus important que celui de l'électricité et des bois granulés. Vous avez ici des graphes qui donnent, pour chaque kilowattheure d'énergie primaire utilisée pour le chauffage, les émissions de carbone en grammes par CO2 et par kilowattheure. Vous voyez que les écarts sont extrêmement importants, ils vont de plus de 1 à 10, donc le choix énergétique est clé. Le dernier point, c'est que le contenu carbone des énergies est évalué sur l'ensemble du cycle de vie. Prenons l'exemple de l'électricité. L'électricité qui arrive à votre compteur, elle provient d'un process complexe. Il a fallu extraire de l'uranium, construire des centrales nucléaires, les faire fonctionner, transporter l'électricité jusqu'à chez vous avant que vous ne puissiez l'utiliser. L'ensemble de ces éléments sont pris en compte de manière simple dans les facteurs de conversion d'1 kWh d'électricité en kilogrammes de CO2. Pour ce qui est du renouvelable, c'est également le cas. Prenons le cas d'un panneau photovoltaïque. Un panneau photovoltaïque, pendant la phase d'exploitation, ça n'émet pas de carbone.
mais il a fallu fabriquer les panneaux, et pendant cette phase, il y a eu des émissions de carbone. L'ensemble de ces éléments sont pris en compte dans le référentiel. Après être rentré dans le détail des calculs sur les produits de construction, les équipements et sur l'énergie, revenons à la synthèse. Dans le label E+, C-, on calcule deux indicateurs clés en matière de carbone. Le premier indicateur, qu'on nomme EGES, comme émissions de gaz à effet de serre, concerne les émissions de carbone sur l'ensemble du cycle de vie. Il s'exprime en kilogrammes de CO2 par mètre carré de surface de plancher. Et puis vous avez un sous-indicateur qui regarde les émissions de carbone liées aux produits de construction et aux équipements. L'enjeu de ce sous-indicateur, c'est de permettre, même si on a une performance globale, de s'assurer qu'on a fait un certain nombre de progrès sur cette partie produits de construction et équipements qui est très nouvelle pour les acteurs de la construction. Cette quatrième vidéo se termine. Je vous invite à regarder la dernière vidéo qui vous indiquera les clés pour obtenir le label E+, C-.